Bonjour, bonjour, chers amoureux de l'émission Au quart de tour. Nous vous espérons bien portants. Alors, pour ce numéro, nous rencontrons pour vous M. Marius Bani. Il est le DG de la structure Chalef-Tech et est le vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo que vous aurez le plaisir de découvrir. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que je suis sûre que vous voulez en savoir plus. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Alors, Monsieur Marius, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre émission ce matin. Je suis également heureux de l'honneur que vous me faites en apportant les lumières sur nous. D'accord, voilà. Bon, pour nous qui ne vous connaissons pas, nous voulons bien évidemment savoir qui est Marius Bani parce qu'on entend parler de Marius Bani, mais on ne le connaît pas vraiment. Donc, ce serait vraiment un plaisir pour nous de vous parler de vous. Ok, merci déjà. Et donc, je suis Marius Bani, je suis chef d'entreprise, ingénieur de conception en génie mécanique de formation à la base, diplômé de l'École nationale supérieure d'ingénieurs ainsi de l'Université de Lomé. Et je suis également le premier vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. D'accord, voilà. Et bien évidemment, vous êtes mieux connu en tant que le vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Alors, c'est quoi le rôle réellement de l'ONIT dans le développement du Togo? C'est vrai, la dynamique qui a conduit aujourd'hui à l'Ordre national des ingénieurs du Togo, c'est une dynamique qui est quand même récente. Mais ce qu'il faut dire dans les missions qui ont été dévolues donc, à l'ONIT, c'est d'être un outil au service du développement du Togo. Et en tant qu'outil, une de ces missions, c'est de participer donc, à l'élaboration, du moins de donner des avis, de contribuer aux projets nationaux qui sont dans l'aménagement du territoire, dans l'industrialisation, dans la gestion rationnelle des ressources, en fait des ressources minières du pays, mais également de l'environnement et des ressources naturelles. Parce que l'ingénieur a ce rôle-là, et en tant que créateur de richesses, de pouvoir donc apporter des idées, de pouvoir apporter des créations, des innovations, et de pouvoir aider dans l'optimisation des systèmes, qui sont des systèmes techniques et technologiques. Donc voilà pour regrouper le rôle de l'ONIT aujourd'hui. Et ce que nous ne cessons de faire, c'est de nous approcher parce qu'il faut réellement avoir une synergie entre les acteurs qui sont les acteurs publics, donc l'État, mais aussi avec les entreprises, parce que c'est eux qui apportent la dynamique dans l'économie. Et enfin, un des acteurs qu'on ignore ou qu'on oublie souvent, c'est les universités, les institutions qui font la formation. Et dans notre cas, nous parlons de la formation technique. Donc c'est important qu'on ait cette synergie-là. Et partout au niveau de ces trois entités, vous avez des ingénieurs. Donc c'est le meilleur lien pour permettre à la synergie donc, de pouvoir fonctionner correctement. Donc voilà un peu sommairement le rôle de l'ONIT en tant qu'outil contribuant au développement du Togo. À quoi servent généralement les ingénieurs dans le domaine agricole? C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'ONIT dans les spécialités que le Togo a choisi donc, de regrouper au sein de cet ordre, il y a donc les ingénieurs agronomes. Et les ingénieurs agronomes ont un grand impact dans le développement de l'agriculture. La question revient souvent parce que les populations ont des attentes, mais la réalité c'est que s'il n'y avait pas des ingénieurs agronomes que nous avons aujourd'hui, nous n'aurions pas d'agriculture vraiment. C'est cette réalité-là qu'il faut considérer. Maintenant, allant au-delà de cette réalité, c'est vrai qu'on attend beaucoup plus d'eux. Et c'est de voir un ingénieur, quel est son rôle
dans la société. Je parlais tantôt de créateurs de richesse. Pour l'ingénieur, quand nous considérons nos ingénieurs ici, leur rôle, leur mission, ce n'est pas de réinventer la roue. La roue existe déjà. Notre rôle, c'est de pouvoir utiliser la roue en regardant comment optimiser son utilisation dans notre contexte, qui est le contexte local, parce qu'ils connaissent leur pays, ils connaissent l'environnement dans lequel ils évoluent. La deuxième chose qu'on va attendre, c'est de pouvoir innover. Je ne parle pas d'invention parce que c'est un autre point. L'innovation, c'est qu'il y a quelque chose qui existe déjà, il faut apporter un plus, l'améliorer. Donc c'est dans ce sens qu'on va demander aux ingénieurs de réfléchir à améliorer des choses qui existent déjà pour s'adapter, on va dire, à leur environnement, aux besoins qu'ils ont identifiés dans leur environnement. Mais il y a un autre aspect également qu'on néglige souvent, c'est que l'ingénieur doit pouvoir aider, quand nous parlons de nos producteurs, doit pouvoir aider nos producteurs à utiliser correctement et rationnellement les outils et systèmes des principes scientifiques qui existent, que des gens ont utilisés sous d'autres cieux et qui rapportent. Par exemple, quand on parle de productivité, ainsi de suite. Donc voilà un peu pour recentrer vraiment ce débat-là qui, des fois, nous titille un peu pour recentrer ce débat-là. Les ingénieurs que nous avons, ils font déjà énormément, ils font beaucoup de choses. Et qu'on puisse leur donner des moyens de faire plus, c'est notre plaidoyer. Parce que quand vous quittez une idée d'invention, pour revenir aux inventions par exemple, ou en termes d'innovation, il faut aller à la conception, à la réalisation d'un premier prototype, ne serait-ce que en miniature. Et ça demande des fonds, ça demande un travail, ça demande des outils techniques autour de l'ingénieur. Est-ce qu'ils ont déjà créé un outil pour faciliter la vie aux producteurs? Oui. Je crois que nos ingénieurs, j'en ai vu en termes d'imagination, en termes d'innovation, des concepts qui ont été mis en place, des améliorations qui ont été faites. S'il n'y avait pas ces réflexions autour, on n'en serait pas là. Et donc, si on veut aller loin, parce qu'on ne va pas demander à nos ingénieurs aujourd'hui de réinventer le tracteur ou de commencer à nous fabriquer des tracteurs. Oui, ils peuvent fabriquer des tracteurs si les conditions sont là. Parce qu'on ne fabrique pas les tracteurs pour fabriquer les tracteurs. On n'utilise pas n'importe quel matériau pour fabriquer un tracteur. Il y a des asservissements, il y a des agencements qu'il faut faire. Donc voilà pour moi un peu là où se trouve le nœud dans la discussion, dans le débat, c'est de pouvoir mettre des mécanismes autour des ingénieurs qui puissent leur faciliter le processus, partir d'une idée à un prototype et du prototype maintenant à un premier modèle qu'on puisse, sur lequel on puisse travailler pour passer à la commercialisation. Et quand vous parlez de commercialisation, vous parlez de marché aussi. Vous imaginez qu'on met en branle toute une chaîne pour inventer, je ne sais pas trop, un nouveau tracteur qui puisse travailler dans les montagnes de Défalé. Un exemple. Ce que ça va demander comme coût en termes de recherche, en termes d'unités pour faire le montage. Et maintenant, combien de producteurs sont capables d'acheter ce tracteur? Voilà. C'est un peu grosse cette question. Voilà. Pour que l'ingénieur ou une société se lance dans la production de ce type de tracteur. Voilà. Donc, les questions qu'on devrait se poser. Je crois que la discussion doit continuer, le débat doit continuer, les échanges doivent continuer. Ingénieurs, producteurs, ceux qui ont besoin, entrepreneurs, unités de formation, comme je disais, investisseurs, pour qu'on puisse arriver, si on veut faire quelque chose, utiliser correctement l'ingénieur au Togo, qu'on puisse arriver à le faire. Quand vous prenez le monde aujourd'hui, il y a un déficit d'ingénieurs dans le monde. Et donc chaque pays, surtout les pays développés, ils font tout pour attirer les meilleurs ingénieurs. Parce qu'on parle de la matière grise. Les meilleurs ingénieurs, bon, les nôtres partent là-bas. Et ce qu'on nous envoie ici, je peux vous avouer que ce n'est pas la crème de la crème. Sinon, bon, peut-être que c'est les résidus. Souvent qu'on nous envoie ici, mais pour nous, c'est les meilleurs. Non. Nous avons assez de compétences et assez de ressources humaines localement pour en faire la promotion et résoudre nos problèmes. Parce que l'ingénieur, il apporte que des solutions à des problèmes qui sont des problèmes de son environnement qu'il connaît. Voilà. D'accord. Maintenant, revenons à Chaleftech. Vous êtes également le directeur de Chaleftech qui fait dans la distribution des matériels agricoles. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une telle structure? Chaleftech a été créé en 2016 avec pour mission en fait de se spécialiser dans les fournitures industrielles et techniques. Et le département agro-industriel a été ouvert en 2018 parce que nous avons assisté au lancement du TIRSAL qui est devenu le MIFA après. Et donc suite à cela, nous avons découvert quand même que le secteur agricole avait besoin
ce soutien en termes de mécanisation pour aller vers l'industrialisation qu'on voulait. Donc j'ai fait une tournée dans les 5 régions du Togo. Je suis allé au contact des paysans, j'ai vu les réalités et je me suis dit qu'il fallait quand même apporter quelque chose en termes de solutions. Et donc ça nous a amené donc à mettre en place un premier showroom ici et puis à commencer à apporter de l'accompagnement, je vais dire réellement, déjà en termes de pédagogie, mais aussi les équipements qui pouvaient donc simplifier la vie, les processus à un certain nombre d'entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui, chez Aleftech, si je vais prendre sur le secteur agroalimentaire, ne serait-ce que celui-là, c'est de pouvoir être un partenaire fiable, mais un partenaire efficace qui puisse apporter donc aux entrepreneurs des solutions flexibles, qu'on puisse adapter à notre contexte, mais qui ne soient pas des coûts élevés ou trop élevés, on va le dire, parce que chaque solution en termes d'efficacité a un coût. Donc voilà aujourd'hui la dynamique dans laquelle nous sommes. Aleftech est donc un secteur assez entrepreneurial dans lequel vous êtes investi. Dites-nous alors quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez le plus appris de l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2010 et donc avec une première société qui a évolué. Et je dois dire dans le processus, particulièrement avec Aleftech, et là où j'ai le plus appris, c'est lorsque nous avons commencé justement à embrasser le secteur agricole avec les agroéquipements, où il fallait réellement partir au contact donc du terrain, des producteurs, comprendre leur réalité et les besoins et savoir quelles solutions maintenant leur apporter. Et à partir de là, la première chose qui nous a apparu évidente, c'était de mettre en place un showroom. Et parce que en voyant les gens, même les jeunes entrepreneurs qui étaient dans l'agroalimentaire, ils avaient besoin de certains équipements, ils imaginaient des choses, on leur avait envoyé des images, certains avaient déjà eu des fiascos. Donc il fallait amener des équipements localement, que les gens puissent venir voir, toucher, comprendre en fait et comment se présente ce type d'équipement, qu'est-ce qu'il peut faire en termes de capacité, en termes d'opération. Et donc dans ce processus-là, nous avons énormément appris et des besoins, de l'expression des besoins et de comment donc apporter des solutions. Je vais dire qu'une expérience, après 3 ans de cette expérience-là, et nous avons quand même fait du chemin. Ce qui nous encourage aujourd'hui à continuer dans le développement de notre gamme de produits. Et vous êtes à quelle étape actuellement? Aujourd'hui, en termes de, je vais dire en termes d'opération et de chiffre d'affaires, par rapport au showroom, et nous avons entre 2018 et aujourd'hui, je vais dire que nous avons pratiquement triplé le chiffre d'affaires que nous avons fait en 2018. Parce que grâce à ce showroom-là, nous avons eu plus de clients. Ils avaient des réalités devant eux. Les premiers équipements que nous avons apportés n'étaient pas forcément des équipements à grande capacité. Mais parce que des gens ont vu ces équipements-là, nous avons eu des commandes pour des capacités plus élevées. Et donc nous avons pu satisfaire ces besoins-là. Alors, l'une des particularités de cette émission, c'est de faire découvrir à nos téléspectateurs les petits secrets entrepreneuriaux de nos invités. Alors, quel est votre petit secret entrepreneurial à partager avec nous? D'accord. Bon. Parce que ça pourrait aider éventuellement plusieurs personnes. Non, je comprends parfaitement. Maintenant, si on le dit publiquement devant tous les téléspectateurs, ce n'est plus un secret. Non, je dois dire plus sérieusement. Et pour moi, les ingrédients pour réussir en fait en entrepreneuriat, on va le dire ainsi, et c'est d'abord aller au bout de son idée, quel que soit ce que cela coûte. Parce qu'il n'y a qu'ainsi qu'on puisse savoir si ça marche ou pas. Et la seconde chose qui est primordiale pour moi, c'est que lorsqu'on commence, on a décidé d'aller au bout de son idée, qu'on commence, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'on sera le seul responsable d'un échec ou du succès qu'on attend, qu'on veut avoir. Et une dernière chose, c'est d'avoir assez d'humilité, d'objectivité pour apprendre de ses erreurs, de ses échecs. Ce sont les ingrédients, à mon sens, qui permettent donc de réussir l'entrepreneuriat. Des ingrédients très riches d'ailleurs. J'espère que ça va aider d'autres personnes. Parce que de toute façon, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pratiquement devenu, on va dire, ce sont des principes universels. On va dire, ça va s'adapter, comme ce sont des principes d'un individu à un autre, ça va s'appliquer, mais c'est quand même des principes
Et donc, quand on a une idée en tant qu'entrepreneur, si on ne va pas au bout de l'idée, on abandonne en chemin, on ne sait pas ce qu'on aurait pu obtenir. Maintenant, après, une fois qu'on est décidé, il ne faut pas accuser quelqu'un ou bien accuser les circonstances ou autre chose. Il faut être responsable. Et se dire, si ça marche, je suis responsable. C'est moi qui vais engranger les résultats. Si ça ne marche pas, je suis également le seul responsable parce que c'est moi qui ai eu l'idée. J'aurais pu faire autre chose. Nous avons amené un équipement qui est quand même robuste, qui est solide et qui va permettre de faire de grandes cadences en fait d'encapsulage. Nous voilà donc à la fin de ce numéro encore, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez aimé la discussion avec M. Marius. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain mois pour la découverte d'un autre entrepreneur. À bientôt.